C'est encore et toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable et de production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Depuis le bâtiment administratif de la vice-primature ministère de l'Environnement et du développement durable, nous vous présentons cette émission. Nous avons préparé à la séance d'échange entre les forces vives environnementales de la République démocratique du Congo et la vice-primature ou la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du développement durable pour parler de certaines questions de l'heure. Il a été donc question de parler de la pré-COP 27 qui va être co-organisée par la République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte. On a parlé de l'assainissement. On a parlé de la gestion forestière ou de la gouvernance forestière. On a parlé également des autres questions de l'heure dans le secteur de l'environnement. Je ne vous en dirai pas plus. Je vous propose de suivre d'abord le condensé que nous avons fait sur cette séance d'échange entre la vice-primature ministère de l'Environnement et du développement durable et les forces vives de la société civile ou de la société environnementale de la République démocratique du Congo. Ils étaient tous là, ou presque, les représentants des forces vives environnementales de la République démocratique du Congo, pour prendre part à cette séance d'échange avec la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Plusieurs questions de l'heure ont été passées au peigne fin, parmi lesquelles la gouvernance forestière, la co-organisation de la pré-COP ou des travaux préparatoires de la COP 27 avec l'Égypte, les crédits carbone et l'assainissement. Une occasion pour les membres de la société civile environnementale d'être éclairés sur la politique gouvernementale dans ces questions qui taraudent les esprits pour avoir une idée claire de la part de la patronne de l'environnement congolais. F. Bazaïba a passé au peigne fin toutes ces questions et tant d'autres qui concernent son secteur. Elle s'est par ailleurs félicitée de l'accompagnement de la société civile qui demeure un partenaire incontournable dans la gestion environnementale en général et surtout des questions forestières en République démocratique du Congo. Concernant la gouvernance forestière, la VPM a reconnu que les désordres qui régnaient dans le secteur forestier, avec des exploitants forestiers qui pouvaient disposer d'un certain nombre d'hectares de forêts sur papier, mais en exploitaient plusieurs autres hectares. L'urgence s'imposait donc, d'où la prise des 10 premières mesures, dont la suspension de l'exportation de grumes brutes et la transformation locale de 70% du bois et 30% pour l'exportation. Le rapport de l'IGF sur les concessions forestières pour assainir ces secteurs, il a également été décidé la suspension de certains contrats de conservation en attendant la commission des lois gouvernement pour examiner les dossiers au cas par cas. S'agissant des travaux préparatoires de la COP 27, elle a souligné que 2 importantes réunions seront organisées en RDC, dont la première est celle des scientifiques devant se tenir à Yangambi dans la province de la Chopo et la deuxième est de ministre de l'Environnement au mois d'octobre 2022. Il reste juste l'ordonnance du chef de l'État pour la mise en place du comité de pilotage. Quant au marché crédit carbone, la VPM a fait remarquer le manque du cadre juridique pour légiférer cet aspect, dont certaines entreprises forestières installées en RDC depuis 2009 migrent vers ces marchés carbone. Par ailleurs, la patronne de l'environnement a formellement interdit aux entreprises qui vendent le carbone sans l'autorisation du gouvernement de la République. Vous savez que dans ces milieux-là, c'est une question d'intérêt. On est en face des exploitants forestiers, on est en face des gens qui sont installés, qui ont pris la coutume, des habitudes. Donc lorsqu'on a touché à ces milieux, nous avions commencé à avoir des attaques de part et d'autre. Alors parce que nous étions convaincus qu'on ne le faisait pas pour nous, on le faisait pour la République. Et que dans un gouvernement sérieux, vous voyez que vous perdez 83% des revenus qui devaient être le droit de la République, vous ne pouvez pas continuer à cela. On le fait parce qu'à plus tard, ça va aider tout le monde. Enfin, s'agissant de l'assainissement,
Volet plus important et plus difficile, entre autres la gestion des immondices et les pollutions des industries extractives et autres, F. Bazaïba a cependant loué les efforts des différentes ONG et entreprises de recyclage des déchets plastiques, dont Okeplast, avec son imposante usine de recyclage des bouteilles plastiques qui va être inaugurée incessamment. Pour venir à bout des immondices, le gouvernement central a mis en place une stratégie que les provinces doivent à leur tour opérationnaliser. Voilà, vous avez donc suivi le condensé de cette activité, cette séance d'échange entre les forces vives environnementales de la RDC et le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Eve Bazaïba. Autant de questions donc ont été évoquées au cours de cette séance. On n'a pas manqué en tout cas d'approcher un certain nombre des acteurs de la société civile environnementale congolaise. Nous allons commencer d'abord par interroger le conseiller de la VPM en charge du climat, avec qui donc nous avons échangé, et il a donné en tout cas la quintessence de ce qui a été fait en cette journée. Au cours de cette séance, nous vous proposons donc de suivre l'interview que nous avons réalisée avec le conseiller du secteur du climat de la vice-premier ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le bien fondé, c'est que le gouvernement qu'elle représente dans le cadre de son secteur, le secteur de l'environnement et du développement durable, c'est une matière qui est assise sur le social. Nous vivons dans l'environnement parce que nous-mêmes nous constituons l'environnement. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, nous avons les forces vives qui, dans cette réunion, ont été identifiées comme étant les organisations non gouvernementales nationales, les associations des jeunes environnementalistes. Il y a eu quelques associations de défense politique, partis politiques de défense de l'environnement. Il y a eu aussi vous autres des médias environnementaux. Donc, nous avons d'un côté l'État qui représente la puissance publique qui organise le secteur, et de l'autre nous avons toutes les organisations dans lesquelles la société a pu se regrouper pour réfléchir ou pour donner une réponse, si vous voulez bien, par rapport au secteur de l'environnement. Donc, c'était tout à fait logique qu'il y ait ce contact entre, d'une part, l'État et de l'autre côté, les forces. Donc, c'est dans ce cadre-là, en tout cas, que se justifie la séance de travail, la séance d'échange d'aujourd'hui. Alors, plusieurs questions ont été évoquées au cours de cette séance, climat, environnement de façon générale, gestion forestière, ainsi de suite. En sortant de cette séance, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui a été dit, de ce qui a été fait ou de ce qui est en train d'être fait au niveau du ministère? Voilà, il y a eu au total 4 thèmes thématiques qui ont été abordés par son Excellence la vice-première ministre, en dehors des divers bien sûr. La première thématique a trait aux forêts, aux ressources forestières, donc à la gouvernance forestière. La deuxième thématique a eu trait à l'organisation des travaux préparatoires de la COP 27 par la RDC. La troisième thématique a eu trait au crédit carbone. Et la dernière thématique a eu trait à l'assainissement. Ce qu'on peut retenir pour la première thématique, c'est que l'État congolais, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable et les autres ministères qui sont concernés par les questions de forêt, aménagement du territoire, développement durable, agriculture et tout le reste, sont dans une dynamique qui a été dictée par le programme du gouvernement de pouvoir améliorer la gouvernance de ce secteur. C'est le message que son Excellence voulait transmettre. Et vous avez même vu que vous avez mentionné, vous, dans vos questions, la question du rapport de l'IGF, le récent rapport de 2020 sur les concessions forestières octroyées en marge de la loi. Donc, elle a montré l'effort que le gouvernement a déployé, non seulement pour diligenter cette enquête, parce que l'enquête a été diligentée par le gouvernement, le principe de continuité de l'État. Bien sûr, c'était le gouvernement de son Excellence le Premier ministre Ilunkamba, mais continuité voulant, le gouvernement actuel dirigé par son Excellence le Premier ministre Sama Lukonde a déployé un effort et le rapport aujourd'hui est rendu public. Son Excellence vous l'a communiqué que la publication du rapport n'est qu'une étape. Elle sera suivie par des mesures visant
à tirer au clair tout ce que le rapport a dit. Donc là, c'est le premier message, l'amélioration, l'assainissement dans le secteur forestier. Bien entendu, on est aussi passé par toute cette problématique de l'exploitation forestière artisanale, le moratoire qui dure depuis 2002. La RDC, en parlant de la question du moratoire, c'est une question qu'il faut aborder avec réalisme. Moi, la question que je me pose souvent, est-ce que le moratoire a résolu la question de l'exploitation forestière ou la question du coupe, de la déforestation, oui ou non? C'est évident que le moratoire n'a pas stoppé la déforestation. Et donc l'étape suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le maintient ou on renforce les mesures? C'est clair qu'on doit renforcer les mesures. Pendant que le moratoire était là, l'exploitation artisanale des forêts est allée 10 fois plus en 2021 qu'en 2002, quand le moratoire a été pris. Donc il y a un problème, on a raté la cible. Parce que nous parlons ici de stopper la déforestation. Et son Excellence a dit que son ministère, sous son leadership, est en train de travailler pour amener une solution définitive à ces problèmes. Mais pour cette thématique, elle a besoin de l'accompagnement des ONG nationales, des forces vives. C'est l'une des raisons pour laquelle vous avez été associé à cette réflexion d'aujourd'hui. Savoir être ensemble pour parler le même langage, pas forcément répéter ce que le gouvernement dit, vous êtes indépendant, mais comprendre ce qui se fait, plutôt que d'aller parler ou réagir de manière superficielle ou à tempérament, le faire de manière objective, devenir une société civile qui est responsable, qui fonde ses déclarations sur des faits et surtout qui comprend la vision du gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est vrai, c'est le pouvoir politique qui gère le pays, mais la RDC, c'est à moi et à vous, c'est nous les Congolais, c'est notre pays. Nous ne pouvons pas devenir les répétiteurs des messages qui viennent de l'étranger, alors que la politique climatique et la politique forestière au niveau international est devenue très complexe aujourd'hui. Et il faut faire très attention lorsque on relaie les messages. Relayons les messages du gouvernement. Elle l'a dit aujourd'hui, quand ça va, venez, soyez ensemble avec elle. Quand ça ne va pas, il faut le dire, il faut lui dire, il faut lui lancer des alertes. Et c'est ça aussi le rôle de la société civile. Malheureusement, nous sommes en face des forces vives qui se comportent beaucoup plus comme étant, entre guillemets, des antipodes des opposants. Et même encore, il faut définir le concept d'opposant, parce que n'est pas opposant, c'est lui qui rejette tout en bloc, mais un vrai opposant qui mérite confiance, quelqu'un qui analyse les faits et qui propose des solutions alternatives. Donc là, c'est la forêt. La deuxième thématique à être abordée, c'était la pré-COP. Et là, je vais être très bref. Son Excellence, vous avez entendu le rapport qu'elle a donné à vous, les forces vives. Le plaidoyer a été mené par le gouvernement. Le point 208, l'axe 46 et le pilier 10 du gouvernement qui recommande au gouvernement des Warriors de pouvoir reprendre le leadership forestier, hydrique, environnemental que la RDC est censée naturellement détenir. Et là, je crois que nous sommes témoins avec vous, l'effort que la VPM a déployé en un an de gouvernance, quelque chose qui n'était pas faisable au début. La RDC va organiser la pré-COP. Je vous assure, même moi, la première fois quand elle a lancé cette idée, je me suis gratté la tête. Mais quand j'ai regardé la personne à qui j'avais affaire, je connais sa puissance d'action et sa détermination quand elle agit. Je savais qu'on va obtenir cette pré-COP. Mais alors la question suivante dans mon esprit, c'était la faisabilité. Et là, c'est la raison pour laquelle elle vous en a parlé à vous, la presse, elle vous en a parlé à vous, les ONG, pour accompagner le gouvernement. Ce ne sera pas la pré-COP de la VPM, c'est la pré-COP de la RDC. Nous devons en faire une réussite. C'est ce que nous avons remarqué en Italie, partout là où nous sommes passés, là où il y a eu des pré-COP. Les organisations de ces pays se mettent ensemble. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si la pré-COP se passe bien et que le pays est bien coté, nous lavons les messages négatifs sur le pays, il y aura aussi des retombées pour vous en tant que journaliste et en tant que ONG nationale. Si vous voulez, nous allons approfondir cette question-là. Quelles sont les retombées d'une assise internationale réussie pour les forces vives environnementales? Il y en a plusieurs. Et donc, c'est à ce titre-là qu'elle vous a invité à construire ce cadre de dialogue avec elle. Le troisième secteur, par rapport au crédit carbone, qu'est-ce que nous retenons? Eh bien, avec les crédits carbone, si la RDC a manqué le boom minier, comme nous avons toujours dit,
le pays doit faire un effort pour ne pas manquer le boom en crédit carbone. Ça ne va pas durer. C'est pas comme, c'est vraiment une ressource épuisable. J'ai discuté hier avec un ami qui est chargé de climat dans son pays, au nord. Il m'a dit, nous sommes déjà en train de réfléchir par rapport à comment aller vivre dans les zones où il fait froid, dans l'Antarctique et dans l'Arctique. Parce qu'on sait que c'est un combat qui est d'avance perdu. Donc bientôt, au sommet, le crédit carbone, le système. Ce sont des réflexions qu'ils ont lancées, il y a déjà des rapports là-dessus. Et c'est le monde qui est en train de changer et de brûler en même temps. Et donc la RDC, avec les crédits carbone, nous pouvons faire la différence, nous pouvons avoir des ressources qu'il nous faut pour créer les conditions d'adaptation au changement climatique et créer les conditions qu'il nous faut pour nos agriculteurs qui ne peuvent plus planter, pour les maisons que nous n'allons plus être en mesure d'habiter bientôt parce qu'il fera si chaud, et pour la vie qui va devenir de plus en plus difficile. Alors la dernière intervention de son Excellence a porté sur l'assainissement. Et vous savez, elle a dit, comment voulez-vous qu'un secteur aussi proche de nous que l'assainissement, l'assainissement c'est juste le secteur à côté de toi. Tu as mangé ta chikwang, comment tu t'en débarrasses? Comment voulez-vous l'exemple que son Excellence a donné? Quelqu'un a mangé sa chikwang dans sa voiture et il s'est débarrassé des feuilles de chikwang sur le boulevard, s'il vous plaît. Et après, il va se dire, mais gouverneur Azawa, Piassa Laganini, il y en a qui attaquent dans tous les sens. Non, il faut quand même quelque part donner un peu de repos au gouverneur, que chacun se prenne en charge. Ceux qui ont, peut-être comme certains d'entre nous, pu voyager dans des pays où les gens se comportent encore comme des hommes, ils savent que la responsabilité de se débarrasser des immondices, c'est la responsabilité de l'individu. Ce n'est pas l'État. C'est toi qui as utilisé. Lorsque ces gestes commenceront, toi tu poseras le geste bon, moi je poserai le geste correct. Ça ne prendra pas un mois, une année, nous allons commencer à assainir notre ville. Et ça, c'est le rôle de la presse. Vous avez un rôle à jouer, c'est le rôle de la société civile. Vous avez la société à éduquer et nous comptons sur vous. J'espère que parmi vous de la société civile, parmi vous de la presse, il n'y en a pas qui jettent les emballages de chikwang tels que l'Excellence venait de le décrire tout à l'heure. Un autre acteur interrogé, c'est M. Bienvenu Ngoy. Lui, il est le président de la conférence de la CEFDAC, la conférence des écosystèmes des forêts denses et humides d'Afrique centrale. Avec lui, nous avons donc posé la question de savoir le bien fondé même de cette activité, de cette séance d'échange entre, d'une part, la société civile environnementale ou les forces vives environnementales et la vice-primature, ministère de l'Environnement et de développement durable. Je propose d'écouter ou de suivre les réponses de M. Bienvenu Ngoy par rapport à cette séance d'échange entre les deux parties. Donc c'est important que de temps à autre on puisse réunir les acteurs, les différents acteurs et faire un petit briefing sur l'évolution de la gouvernance forestière en République démocratique du Congo, mais aussi sur l'environnement global, la gouvernance environnementale. Donc pour moi c'est une très bonne chose qu'il faut répéter plusieurs fois pour que nous puissions parfois niveler le niveau de compréhension de certaines thématiques, notamment les thématiques qu'elle a abordées aujourd'hui, notamment les moratoires, les questions liées au marché carbone. Tout ça c'est important pour que nous puissions avoir le même niveau de compréhension, mais aussi que nous puissions participer au niveau des solutions, des problématiques qui sont soulevées sur le plan de la gouvernance forestière et environnementale. Alors quelle idée vous faites-vous à l'issue de cette séance d'échange? Bon, moi je sors satisfait. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, surtout pour la partie des contributions. On aurait posé seulement des questions. Il aurait fallu également que beaucoup de gens puissent contribuer sur des questions qui sont soulevées en termes de contributions afin de trouver des solutions sur les problèmes qui nous guettent. Mais globalement, je suis satisfait. Alors, un autre acteur, pas des moindres en tout cas, que nous avons également approché, c'est M. Henri Mouya. Lui, il est le secrétaire exécutif de la conférence épiscopale sur les ressources naturelles de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Il a également évoqué un certain nombre de choses, sur la gestion forestière, sur la gouvernance forestière, mais aussi sur l'assainissement et sur les questions environnementales de façon générale, la politique même de la CERN en ce qui concerne l'environnement ou les ressources naturelles, et aussi les questions qui sont liées à la COP27 que la RDC va devoir co-organiser en ce qui concerne bien sûr les travaux préparatoires. Je vous propose de suivre
l'interview avec M. Henri Mouya dans le cadre de cette séance d'échange avec les forces vives de la société civile environnementale de la République démocratique du Congo. Je pense que c'est une bonne initiative parce que nous le faisions dans le passé. On se rencontrait avec ses prédécesseurs et on traitait d'un certain nombre de questions. De la même manière, on le faisait avec le ministère des Mines. C'est comme ça qu'on a réussi à influencer le code minier et les autres. Maintenant, puisqu'elle a initié ça, moi je souhaiterais que rapidement, ce cadre de concertation soit mis sur pied pour qu'on puisse lui faire parvenir tous les éléments dont nous disposons. Parce que devant le combat de faire valoir les potentialités pour le climat, les potentialités de la RDC pour le climat, il est important que nous puissions être tous ensemble. Et donc on ne va pas se regarder comme des chiens de faïence, mais on va être en synergie, gouvernement, société civile et même les entreprises, pour qu'on soit en mesure de faire valoir ce que nous avons. Nous donnons notre part, mais aussi nous demandons aux autres de nous donner la valeur de ce que nous donnons au monde. Voilà un peu ce que je peux dire. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette séance d'échange. Après la séance, quelle idée vous faites-vous de toutes les questions qui ont été évoquées? Pour toutes ces questions, il y a encore beaucoup de défis sur lesquels on doit travailler. Notamment, il y a la question de l'application des législations dont nous disposons déjà, et un complément de ces législations. Par exemple, elle a parlé de la gouvernance forestière, elle-même elle a déploré le désordre qu'il y a dans ce secteur. Même si elle a parlé par la suite des mesures qu'elle est en train de prendre. Elle a parlé de la COP27, et là, il faut éviter que nous y allions à notre dispersé, parce que dans le passé, on avait l'impression qu'on ne prenait pas du temps de se préparer ensemble, même à la COP26 ici. Elle a parlé de l'assainissement, et là, c'est un gros morceau pour lequel il faut vraiment une formation de la population, une éducation, pas seulement une éducation, mais aussi la mise en œuvre des lois, parce qu'il y a une loi sur l'environnement. Si on met en œuvre cette loi, en plus de l'éducation, en plus de mettre des moyens à la disposition et la sanction. Parce qu'il n'y a pas de mesure de police qui permettrait à ce que, comme dit la loi, tu déposes ton déchet, tu es sanctionnable. Donc là, il faut suivre ça. Maintenant, toujours dans le cadre de l'assainissement, elle a parlé des rivières. Je soulève la question, parce qu'elle en a parlé, la pollution de la rivière Chikapa. Cette rivière qui se verse dans le fleuve qui va dans l'océan, ça fait partie des eaux du bassin du Congo. Donc, la réflexion devrait continuer. Maintenant qu'il y a un procès, qu'est-ce que le gouvernement fait? Comment on joue sur le plan diplomatique sur cette question-là? Parce que la CERN a mené une étude, elle est en train de finir sur cela, mais elle a besoin qu'elle puisse donner ses points de vue au gouvernement et à l'entreprise peut-être, l'entreprise qui a été incriminée, Katoka, pour qu'on sache comment on peut régler cette question de traitement des eaux. Ce qui est arrivé une fois peut arriver encore une autre fois. Pas seulement en Angola, mais même ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, une synergie pour la résolution des questions environnementales est très importante entre le gouvernement et toutes les forces vives et les parties prenantes. Alors, que pense la CERN en ce qui concerne la gestion de l'environnement global de la République démocratique du Congo? Justement, les questions évoquées ou les différents sujets évoqués par son Excellence Madame la Vice-Première ministre montrent les défis qu'il y a encore de gérer les questions environnementales. Ce qui demande, comme dit le pape François dans son encyclique Laudato Si, une conversion écologique. Et cette conversion écologique passe par l'éducation, elle passe par les lois, elle passe par la sanction. Voilà. Si on met tout cela ensemble, je pense qu'on peut avancer à faire valoir les ressources que nous avons reçues de Dieu, à faire valoir la vie des humains qui vivent de ces ressources et qui vivent avec ces ressources, mais aussi à faire valoir le développement du pays, de l'humanité et du monde tout entier. Nous allons terminer cette émission avec une page noire. Une page noire parce que c'est dans ce bâtiment, en tout cas derrière nous, que travaillait monsieur Mike Ipanga, qui était le point focal biodiversité ici au ministère de l'Environnement. Il nous a quittés depuis le 1er avril 2022. Avec Mike Ipanga, nous avons réalisé la dernière interview qui a été consacrée à la journée mondiale de la biodiversité qui est célébrée au mois de mai de chaque année. Nous avons voulu donc lui rendre hommage à notre manière à travers cet extrait d'interview que nous avions réalisé avec lui au mois de mai 2021.
et ce en rapport avec la journée mondiale de la biodiversité qui était axée sur les thèmes « Nous faisons tous partie de la solution ». Je vous propose de suivre cet extrait de l'interview réalisée avec Mike Ipanga de son vivant, ici même au ministère, dans ce bâtiment devant lequel nous nous trouvons. Et nous allons revenir juste après pour conclure avec cette émission. Le bilan actuel, malheureusement, je dirais qu'il est négatif, il est décevant, puisque en 2010, lorsque le plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 a été adopté, les pays étaient ambitieux. Ils se sont fixés 20 objectifs à atteindre dans la décennie 2011-2020. Il s'est fait que aujourd'hui, en 2021, après évaluation de la mise en œuvre de ces cadres stratégiques 2011-2021, le bilan est décevant dans la mesure où la plupart de ces objectifs n'ont pas été atteints. Il y a juste quelques objectifs qui ont connu des avancées significatives, mais la plupart n'ont pas été atteints. Et c'est là non seulement au niveau mondial, mais au niveau de la plupart des pays. Même chez nous, ici en République démocratique du Congo, quand vous lisez le 6e rapport national sur la biodiversité, qui a fait l'évaluation de notre parcours dans la mise en œuvre des objectifs que nous nous sommes fixés dans notre stratégie et plan d'action nationaux de la biodiversité, vous vous rendrez compte qu'il y a eu très peu d'avancées. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette situation. Pour ce qui nous concerne particulièrement, justement, c'est le fait que nous n'avons pas été accompagnés par la communauté internationale en ce qui concerne la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des objectifs que nous nous sommes fixés. C'est une des raisons. Une autre raison, c'est que nous n'avons pas non plus bénéficié de l'accompagnement nécessaire pour le renforcement des capacités et le transfert des technologies. Ces trois facteurs réunis, les moyens financiers, le renforcement des capacités et le transfert des technologies, constituent des facteurs clés pour la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de ces éléments constitutifs. Il s'est fait malheureusement que tous les engagements que les pays développés ont pris en ce qui concerne l'appui à apporter aux pays en voie de développement pour les aider à conserver leur biodiversité, tous ces engagements n'ont pas été atteints. Et donc c'est ça qui pourrait expliquer le fait que le bilan par rapport au plan stratégique 2011-2020 est négatif et décevant. C'est une question intéressante, mais toujours est-il que moi je me base par rapport aux dispositions de la Convention sur la diversité biologique. Dans la Convention sur la diversité biologique, il est clairement dit à l'article 20 que les pays développés sont censés appuyer les pays en voie de développement dans leurs efforts qui consistent à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité. Ça, c'est ce que dit la Convention, et moi, je m'en tiens à ça. En ce qui concerne la mobilisation des ressources internes, cela peut être un complément, mais toujours est-il que la Convention sur la diversité biologique, que nous avons tous adoptée, dit clairement à l'article 20, vous pouvez le lire, c'est ce qui est dit. C'est un thème intéressant, puisque c'est un thème interpellateur, qui dit que nous faisons tous partie de la solution, dans la mesure où la question de la biodiversité concerne tout le monde. La biodiversité, c'est notre vie, c'est tout ce que nous mangeons, ça a de la valeur pour nous, de la valeur pour l'humanité. Et donc, tout citoyen du monde devrait se sentir concerné par rapport à ces défis qui consistent
à ce qu'il y a de plus en plus des espèces qui disparaissent. Alors, le thème tel que proposé cette année, nous faisons partie de la solution, veut que chacun puisse avoir en tête qu'il fait partie de la solution. C'est-à-dire qu'il peut contribuer à ce que la biodiversité ne continue plus à disparaître à travers plusieurs choses, à travers un certain nombre d'engagements que chacun peut prendre. C'est des petits actes que chacun de nous peut poser, mis ensemble, qui peuvent faire que les choses puissent changer et que la biodiversité soit de mieux conservée dans notre pays. Donc c'est un thème qui nous interpelle tous, qui veut que la biodiversité ne soit pas seulement considérée comme l'affaire du seul ministère de l'Environnement, mais que la biodiversité soit considérée comme une affaire tout à fait nationale qui concerne tous les secteurs de la vie nationale. Voilà, madame, monsieur, c'est par cette note que nous mettons un point final à cette émission. Mike Panga nous a quittés le 1er avril 2022. Il était donc le point focal biodiversité ici au ministère de l'Environnement dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Nous présentons donc toutes nos condoléances à la famille de l'illustre disparu et à toute la famille environnementale de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci à Céline Boumba. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.